Donc l'affaire Callers démarre le 3 novembre 2001 au matin. On fait une tournée classique de faits divers, comme on fait tous les jours, et les gendarmes nous invitent à passer. Ils ont un appel à témoins à lancer, parce que la veille au soir, il s'est passé un drame à Bune. Monsieur Callers, donc, rentrait chez lui, rentrait du travail, et pour une raison qui pour l'instant échappe totalement aux enquêteurs, il a été abattu d'une balle devant chez lui, devant son véhicule. Voilà, l'histoire démarre comme ça. Le problème des enquêteurs, en fait, c'est qu'ils n'ont rien pour démarrer leurs investigations. Il y a des impacts de balles dans la voiture, il y en a, on en compte 7, 3 dans les deux roues, une à l'avant, une à l'arrière, une dans le haillon arrière, et puis une balle qui a touché Eric Callers, malheureusement qui l'a tué, alors que peut-être à quelques centimètres près, c'est une balle qui aurait pu ne pas être mortelle parce que c'est un petit calibre. À part ça, on n'a rien, donc aucune douille trouvée sur place, aucune trace d'ADN parce que le tireur ne s'est pas approché d'assez près pour laisser quelque chose de lui. Donc on part de là. Alors les experts, les premiers techniciens vont partir du principe qu'il s'agit sans doute d'un petit calibre, probablement 22 longs rifles, une carabine, monocoup a priori. Et donc partant de là, les enquêteurs vont faire un peu le tour du village, ils vont récupérer énormément d'armes, il va y avoir des expertises, voilà, on va chercher de ce côté-là. Et puis assez vite, on va arriver chez le beau-frère d'Eric Callers, donc Jean-Michel Leblanc, qui va assez vite se retrouver dans le collimateur en fait pour différentes raisons. D'abord parce qu'il ment. Il prétend qu'il n'a pas d'armes chez lui. Des écoutes téléphoniques vont prouver le contraire. En fait, il demande à sa femme, à son fils, de mentir à ce sujet-là. Donc on va le bousculer un petit peu, enfin bousculer entre guillemets. On va perquisitionner chez lui. Et puis finalement, il y a des armes qui vont apparaître chez lui, qui étaient cachées sous un drap dans le grenier. On va en saisir. Une première qui va commencer un peu à causer sa perte, et en tout cas le fait qu'il se retrouve pris dans un très long engrenage, parce que un premier légiste qui va examiner cette arme va dire qu'elle est bien l'arme du crime. Donc lui va se retrouver mis en examen en février 2002, et puis derrière il va y avoir 2 autres expertises qui elles vont dire tout à fait le contraire. Donc là on croit qu'il est sorti un peu des mailles du filet, sauf que chez lui, le jour de la perquisition, on a aussi retrouvé des débris dans une poubelle de son atelier, et des débris d'une arme, 22 longs rifles, et juste à partir de ces débris, les experts vont dire que oui, c'est possiblement, elle est compatible avec l'arme du crime. Alors lui va expliquer que en fait c'était bien une 22 longs rifles monocoup, mais qu'il n'en était pas le légitime propriétaire, qu'elle appartenait à un autre monsieur, un ancien gendarme en fait, qu'il avait aidé à déménager, et il avait un petit peu oublié de la rendre. Donc voilà, il se sentait un peu coupable, il avait peur d'avoir des ennuis par rapport à ça, et qu'il a donc préféré tout simplement s'en débarrasser, plutôt que de dire aux gendarmes qu'il en était le détenteur. Voilà. Alors le propriétaire légitime, on l'a retrouvé effectivement, ancien gendarme qui a pris son parti en expliquant que c'était une 22 longs rifles, mais qui ne tirait plus que des bosquettes, donc des balles de fête foraine, le mécanisme était assez faussé, et que pour extraire les douilles c'était très compliqué, il fallait une tige de fer, et que pour lui c'était absolument impossible qu'elle ait pu servir ce soir-là à tuer Eric Callers. S'ajoute au mensonge de Jean-Michel Leblanc un certain nombre d'attitudes qui interpellent les enquêteurs. D'abord, le soir même du crime, en fait, son épouse Françoise rentre du travail à l'hôpital de Saint-Venant. Elle est passée devant chez Eric, elle a vu qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait des gyrophares, les pompiers. Elle rentre. Elle téléphone à Cécile, l'épouse d'Eric, qui est paniquée, qui lui explique qu'Eric a été agressé. Elle, bien sûr, veut retourner tout de suite chez Eric. Elle propose à Jean-Michel de la suivre, et lui va refuser, en fait. Il dit qu'il est devant sa télé, il est en pyjama, voilà, il ne veut pas la suivre. Et puis les jours suivants, voilà, il va bêcher son jardin. Alors ce qu'on va lui reprocher, lui va dire
Moi, ça m'a permis de pleurer 1 heure. Il va surtout aussi retourner les cadres sur lesquels apparaît Eric, en fait. Donc, pareil, il va expliquer que c'est un jeu avec sa femme. Ça peut aussi ressembler à la mauvaise conscience qui le travaille, en fait. Voilà, il y a un peu ces attitudes. Une fois qu'il est mis en examen aussi, les enquêteurs vont revisionner une vidéo des funérailles et se rendre compte qu'en fait, Monsieur Leblanc, il n'arrive pas à regarder le cercueil, en fait. Et ça aussi, ça va jouer un petit peu, ça va jouer contre lui, forcément. La question, c'était aussi de savoir si on a suffisamment exploré de pistes ou si les enquêteurs, c'est ce que soutiennent les avocats de la défense, se sont trop vite focalisés sur Monsieur Leblanc parce qu'il a menti, parce que voilà. Et est-ce qu'on on s'est engouffré dans cet effet tunnel, on n'a plus vu que lui et on a négligé d'autres pistes. Donc il y a le rapport d'enquête de mai 2003 qui recense un certain nombre d'autres pistes. Une qui va concerner sa veuve parce que, en fait, quelques jours avant, Eric Kellers a contracté une assurance vie réputée d'1 million d'euros. Évidemment, ça fait un peu réfléchir les enquêteurs qui se demandent si la veuve n'aurait pas monté tout un stratagème pour se débarrasser de son mari, peut-être en compagnie d'un amant, parce qu'elle va expliquer que oui, 1 an plus tôt, elle a eu une aventure extra-conjugale, mais que tout est terminé. Cette piste-là est explorée, ça donne rien. On va aussi se demander si Eric Kellers est vraiment la cible de ce meurtre, après tout, parce que faute de mobile évident, on se dit que peut-être c'est juste une erreur de cible. Donc on va s'intéresser à des habitants qui parlent d'un jeune qui est toxicomane, qui habite là depuis pas très longtemps, puis qui de temps en temps aime bien tirer un peu comme ça dans le noir. Et on va le retrouver, on va l'interroger, on va trouver une arme chez lui qui n'est pas celle du crime non plus. Ils ont essayé de creuser aussi de ce côté-là. D'autres proches ont dit que non, c'était pas un sujet de querelle et que de toute façon Jean-Michel Leblanc n'allait pas en hériter. Donc ça ne pouvait pas être la cause plausible de ce meurtre. Il y a quand même quelque chose qui interpelle beaucoup dans le rapport d'enquête qui est rendu en mai 2003. C'est juste quelques paragraphes, mais assez lourds de sens en fait. Ça parle de 2 individus, ou peut-être le même en fait, qui sont aperçus aux abords de la maison. En fait, le soir du crime, c'est un pompier, le conducteur d'une ambulance de pompiers, qui dit « bah oui, moi j'ai vu un homme qui marchait les mains nues le long de la route ». Et puis le lendemain soir, donc après le crime, une dame qui dit « bah moi j'ai vu un homme qui sortait de l'impasse des Kellers ». Avec le long du corps, ce qui ressemblait soit à un bâton, soit peut-être une arme en fait. Et l'enquêteur va faire, le directeur d'enquête va faire le lien en se disant peut-être que la veille en fait, le tireur a été dérangé par Madame Kellers, qui est sortie voir ce qui se passait, que du coup, pris un peu comme ça au dépourvu, il a caché son arme dans une remorque de bois qui était garée juste là dans l'impasse, qui a pu servir aussi de poste de guet pour le tireur. À
18 h, quand les gendarmes en fait ont levé leur dispositif, est revenu vers 18 h 30, c'est l'heure à laquelle cette habitante dit avoir aperçu un homme sortir de l'impasse. Il est revenu la chercher tranquillement dans la remorque. Et ça voudrait dire en fait que la scène n'a pas été totalement fouillée, pas suffisamment, donc peut-être, et que peut-être pendant toutes ces heures, l'arme était là à portée de main et qu'elle aurait pu permettre évidemment de faire des relevés d'empreintes d'ADN et puis surtout d'apporter des réponses aux questions. Les avocats ne sont pas forcément très optimistes. En fait, on n'a pas il n'y a pas donc pas d'éléments, il n'y a pas d'éléments matériels à exploiter encore aujourd'hui. Dans ces cas-là, la réponse, elle peut venir soit d'un remords de conscience, quelqu'un qui va ou se dénoncer ou dénoncer quelqu'un parce qu'il est détenteur d'un secret. Pour le reste, la prescription court, donc le dossier Jean-Michel Leblanc a bénéficié d'un non-lieu en 2018, donc la prescription pour ce genre de crime c'est 20 ans, ça laisse du temps. Le parquet de Béthune a fait sa part du dossier, ils l'ont proposé au ministère de la Justice parce que il est probable que dans quelques mois soit créé un pôle dédié, un pôle national et peut-être des pôles régionaux dédiés à ce qu'on appelle les cold cases, donc les affaires non élucidées. Donc ils ont proposé le dossier Callers à ce futur pôle. Donc l'idée ce serait qu'il soit repris totalement par des magistrats dédiés à ces affaires non élucidées, une sorte de regard neuf qui peut-être pourrait permettre d'explorer une piste, de rouvrir des portes. L'idée c'est ça, c'est de reprendre un peu chaque porte, de se dire que peut-être on a oublié, on a laissé passer quelque chose, donc de refermer les portes les unes après les autres, et puis peut-être espérer arriver à la vérité. Donc ça c'est le procureur de Grenoble, Jacques Dallest, qui a proposé la création de ces pôles au ministère, donc le texte est à l'étude, et si la loi passe en fin d'année, on peut espérer peut-être une nouvelle avancée pour le dossier Callers, et puis on espère la vérité.